De retour avec vous. Avec notre prochain invité, on porte notre réflexion maintenant sur l'impact que peut avoir le stress financier sur la santé mentale. Et je vous la présente, Mme Héloïse Légaré. Vous êtes travailleuse sociale et aussi enseignante au cégep de Terrebonne et de Joliette. Exactement. Cégep Lanaudière. Dites-moi, vous avez entendu nos premiers invités. Il va y avoir un stress pour certaines personnes, pour les entreprises, mais le stress financier existe chez tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de sources de stress. Est-ce que celui-là commence à prendre de plus en plus de place, le stress financier? Définitivement. Si je repense à ces gens-là qui vivent ce stress-là spécifiquement, il faut penser que depuis 2020, ces gens-là vivent toutes sortes d'adaptations également avec la pandémie. Donc, j'ouvre, je ferme. Quand j'ouvre, j'ai des mesures d'appoint à mettre en place. Donc, s'ajoute à ça ce remboursement d'argent. Donc, oui, effectivement, ça affecte la santé mentale de façon importante. Comment ces difficultés-là, parlons spécifiquement financières, de troubles financiers, comment ça peut atteindre l'équilibre de la santé mentale d'une personne, de ses relations, comment ça peut les affecter, les signes? De plein de façons. Ouais. Donc, au niveau... clairement, on peut voir se manifester des symptômes d'anxiété, donc qui s'apparentent à l'anxiété, à la dépression. Donc, beaucoup d'agitation, ça va affecter le sommeil, ça va affecter l'alimentation, ça va affecter, beaucoup de choses au niveau de l'agitation motrice. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais ça trace un chemin très insidieux, l'anxiété. Okay. Donc, on va voir apparaître toutes sortes d'émotions, beaucoup de colère, puis par rapport à la finance, par rapport aux dettes, je dirais même beaucoup la honte, parce que il y a un trajet, ouais. Il y a un Encore trajet à respecter. Ah, définitivement. La honte. La honte, parce que quand on a un projet dans la vie, quel qu'il soit, et qu'on n'y arrive pas financièrement, bien, c'est sûr qu'on a toutes sortes de pensées intrusives. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien géré mon truc? Donc, on se remet en question. On peut... Est-ce que c'est le premier réflexe qu'on a? Tout à fait. De se critiquer soi-même? Un des réflexes, ça va être de se critiquer soi-même. Puis évidemment, on peut critiquer aussi toutes sortes de mesures gouvernementales. Donc, on pense l'inflation, la nourriture, pour répondre à votre question. On a vu les coûts exploser dans plusieurs choses. Donc, ça affecte les gens de tous bords et de tous côtés présentement. Est-ce qu'il y a une stratégie, il ne faut pas qu'il soit trop tard, mais est-ce qu'il y a une stratégie à adopter quand on est vraiment comme au bout du rouleau, financièrement, ça ne va pas bien? Évidemment, il ne faut pas s'isoler, c'est la première chose à ne pas faire. Tout à fait. Quelles sont les autres stratégies? Ne pas s'isoler, oui, tout à fait, mais de ne pas s'isoler est la première. Donc, d'aller demander de l'aide, de ne pas rester seul, d'en parler. Tantôt, on disait d'aller cogner aux portes, voir qu'est-ce qui existe en termes de soutien. Exactement. Mais, tu sais, en fait, les gens qui vont vivre de l'anxiété, qui vont vivre des difficultés financières, vont vivre aussi énormément de conflits au niveau... Ça a des impacts sociaux importants au niveau du couple, au niveau de la famille. Donc, beaucoup de conflits, d'irritabilité. Puis ça fait effet boule de neige. Ça déborde, exactement. Exactement. Donc, les gens vont s'isoler parce que ça devient tellement gros, ça prend tellement de place et c'est invisible. Les difficultés financières, souvent, c'est quelque chose qu'on vit seul avec soi-même. Donc, qu'on garde pour nous, effectivement. Qu'on garde pour nous parce qu'on a honte. Surtout si on a honte. Exactement. Donc, le lien est là. Donc, d'aller demander de l'aide, c'est extrêmement difficile. Il ne faut pas sous-estimer le défi que ça représente. Ouais. Donc, difficile sur les relations familiales. S'il y a des enfants impliqués, qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger autant qu'on peut? Pour pas que les enfants, pour pas que ce stress-là déborde sur les enfants?
Surtout si c'est temporaire. Là. Tout à fait. Mais moi, j'invite les gens là, qui vont vivre vraiment des difficultés financières à en prendre conscience, en fait, puis d'en parler, puis de ne pas rester seul avec ça, parce que c'est quand on reste seul avec ça qu'on accumule et qu'on explose pour toutes sortes de petites choses dans la routine de vie, les devoirs, la douche, la poutine quotidienne. On continue à travailler, donc on est trop sollicité, on est surstimulé. Donc, d'aller chercher de l'aide. Puis, il y a différentes ressources là, qui existent, là, entre autres. Par exemple, oui. Entre autres, vous pouvez avoir accès via le 811. Vous faites l'option 2, l'info sociale. C'est la porte d'entrée des demandes d'aide, dans le fond, au Québec, dans toutes les régions, en fait. Donc, de ne pas hésiter à téléphoner puis à demander cette aide-là via là. Et aussi, les difficultés financières, on peut parler aussi même d'idées suicidaires, puis d'agir suicidaire quand on accumule, puis qu'on ne demande pas d'aide, puis qu'on reste isolé. Ça peut aller jusque-là. Donc, il y a des ressources comme le Centre de prévention suicide. Dans notre cas, c'est celui de la Naudière, mais il y en a dans toutes les régions également. Avez-vous vu quelque chose, avez-vous remarqué quelque chose, soit, je ne sais pas, à travers vos étudiants, à travers des stages, à travers toutes sortes de choses, et votre travail de travailleuse sociale, depuis la pandémie, si financièrement, c'est... Parce qu'on entend de belles histoires, mais on entend des histoires assez tragiques. Avez-vous vu une recrudescence des difficultés de ce stress-là depuis la pandémie? Le stress financier, oui. On a beaucoup moins d'inscriptions dans les bassins au niveau du cégep, par exemple. On a moins d'inscriptions, on a eu beaucoup d'abandons. Déjà là, vous le voyez? On le voit, ça a une incidence, effectivement. Et quand vous dites diminution d'inscription, c'est quoi l'impact par la suite? Bien, les jeunes étudiants, souvent, vont devoir travailler, vont devoir se payer un appartement. L'appartement coûte plus cher, la nourriture aussi. Donc, moins de temps, moins d'espace pour étudier. Donc, plutôt que de faire une technique qui va prendre 3 ans, bien, on va prendre 4 ans pour la faire, parfois même 5 ans. Donc, ça affecte le roulement de la gestion, dans le fond, des classes puis de la réussite scolaire aussi, tu sais, au niveau de la persévérance, au niveau de la motivation scolaire, il y a vraiment des impacts importants, là. Est-ce que, avez-vous vu, donc les étudiants, évidemment, ils ont un stress financier peut-être un peu plus grand que plusieurs autres personnes, donc vous voyez, il y a une conséquence sur les résultats? Sur les résultats, je l'explique par la motivation scolaire, l'énergie, la disponibilité mentale, psychologique aux études. Quand tu as des soucis financiers, c'est extrêmement difficile. Drôle de question. Est-ce que nous sommes assez éduqués en finance personnelles? Est-ce que, comme personne, on a atteint un niveau d'éducation correct pour la gestion de nos finances, les finances personnelles? Est-ce qu'il y a un manque là-dessus? Je ne me baserai pas sur des études ou des statistiques, mais je crois profondément qu'absolument pas. On n'est pas... Il y a pas... On manque d'éducation financière, clairement, au Québec, et je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais il y a des organismes qui peuvent venir en aide, en fait, qui ont ce mandat-là, en fait, dans la région, là, pour éduquer les gens au niveau financier, au niveau du budget, etc. Je pense au Centre d'économie sociale. Le nom m'échappe. Il y en a dans toutes les MRC. Donc, il faut aller voir les MRC. Ils offrent des conférences, ils offrent toutes sortes de services, de l'aide au budget, comment maximiser l'épicerie, quoi penser, quoi faire, quoi ne pas faire, par exemple. Parce que si, en première partie, on a dit, les gens qui étaient avec nous, on dit, ouais, bien, les consommateurs, ils ont changé leur façon de consommer, d'agir. Est-ce qu'on est un peu en retard ou est-ce que vous voyez... Vous êtes beaucoup avec les jeunes. Je suis beaucoup avec les... 17, 20, 21 peut-être. Est-ce que... Comment se fait-il qu'ils ne sont pas conscients alors que c'est difficile? Pourquoi ils n'ont pas cette conscience-là? Ou moins que les plus vieux, finalement? Bien, en fait, je pense qu'il y a une question de génération. Donc, ces jeunes-là doivent avoir reçu cette éducation-là. Donc, qui a éduqué la génération qui éduque aujourd'hui? On a mal transmis. Je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là à regarder, effectivement, à évaluer. Là, on parle beaucoup de la pandémie, on parle de l'économie. J'aimerais déborder un petit peu, si vous le permettez.
Que représente, ça va être très général, ne m'en veuillez pas, que représente ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe dans le monde? Comment ça peut impacter ça, les gens? Voir ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez parlé tantôt de motivation. Oui. Motivation à l'école, il faut travailler, on est fatigué, on n'est pas disponible. Est-ce qu'on a tendance à perdre notre motivation avec tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde, les difficultés qu'on vit? C'est sûr qu'on est surexposé avec les médias sociaux à toutes sortes de choses. On est surexposé aux guerres, on est surexposé aux problèmes environnementaux. Puis la génération d'étudiants, d'ailleurs, c'est connu, c'est reconnu comme étant une génération très sensible à l'environnement. Vous vivez beaucoup, là, vos étudiants. On parle beaucoup d'éco-anxiété de plus en plus. C'est d'ailleurs un sujet qui mériterait d'avoir une plus grande place. Une plus grande place. Exactement, oui. Mais oui, j'entends ça dans le discours des étudiants, des jeunes. Et un peu de ma génération aussi, je vous dirais, mais davantage chez les 18, je dirais 25 ans. Cette éco-anxiété-là, entre autres. Ouais. Entre autres, il y a l'éco-anxiété, il faut performer. La performance, exactement. Le résultat rapide. Moi, j'observe énormément de stress, de performance chez les étudiants. Dans la gestion aussi qu'ils vont faire de ce stress-là, ces questionnaires, je pense qu'ils ont besoin d'être outillés beaucoup. C'est ce qu'on fait aussi en classe. On tente de les outiller le plus possible pour être équipés, pour être capables de passer au travers leurs études. Donc, le corps professoral, c'est aussi adapté à ces jeunes? Définitivement. On suit la vague, on essaie d'encadrer, mais d'accompagner aussi ces jeunes-là du mieux possible. On rappelle, vous êtes travailleuse sociale, enseignante au Cégep de Lanaudière, à Terrebonne et à Joliette. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? C'est ne pas hésiter, ne jamais hésiter, quelle que soit la difficulté. Ne vous isolez pas, demandez de l'aide, soit dans une MRC, soit à l'école. Bref, restez pas tout seul dans votre coin. Nous, on se donne rendez-vous dans une semaine. Je remercie mes invités. Je remercie toute l'équipe qui travaille fort pour vous donner des émissions toujours aussi intéressantes les unes des autres, en recherche, en studio et surtout en régie. Et je salue mon bon ami Daniel, le meilleur régisseur du monde. Au revoir.